Nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci d'avance. Merci.
Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La technologie d'enseignement à distance. Ce séminaire se tournera autour de la différence entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement à distance. Qu'est-ce que l'apprentissage en ligne? Que doit faire une méthode d'apprentissage en ligne? 10 caractéristiques qu'une bonne méthode d'apprentissage en ligne devrait avoir. Les différentes méthodes pédagogiques et comment les appliquer sur l'enseignement à distance. Tout cela avec Dr. Halawi, pardon, membre administratif de l'Université de Middlesex. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour, bonjour Madame Melek, bonjour tout le monde. Euh, voilà, on va travailler ensemble ou bien on va discuter sur la méthodologie d'enseignement à distance puisque c'est l'enseignement de nos jours, la plupart de l'enseignement de nos jours est à distance. Alors, voyons ensemble comment peut-on euh, profiter de cet enseignement, de cette méthode nouvelle d'enseignement après le coronavirus, on a eu recours à l'enseignement à distance et euh, on a, elle est avec nous jusqu'à maintenant. Cette méthodologie est avec nous même après le coronavirus, elle est avec nous jusqu'à maintenant. Alors, commençons. Bonjour. Voyons ensemble. Je m'excuse euh, des méthodes que j'utilise parce que je ne suis pas à la maison. Je suis, comme j'ai dit à Madame Malek, je suis en France. Alors, la pauvreté des méthodes avec moi, que j'ai accompagnées avec moi, alors je m'excuse. Par exemple, maintenant, on a la méthodologie d'enseignement à distance. Bon, l'apprentissage traditionnel et la formation en entreprise ont toujours consisté à rassembler les étudiants dans un même espace, c'est-à-dire lorsque lorsqu'on est étudiant ou bien lorsqu'on est élève à l'école aussi, on a eu l'habitude de se rassembler ou bien rassembler les étudiants et les élèves dans un place et leur parler, leur faire passer les questionnaires, leur, euh, euh, leur expliquer les leçons pour vérifier la quantité d'informations absorbées. Alors, l'essor des méthodes d'apprentissage électronique ou le e-learning, comme on dit en anglais, a fait tomber certaines de ses frontières. Il a contribué à rendre l'apprentissage plus interactif et également, il a permis aux étudiants d'apprendre en ligne depuis des endroits éloignés de leur lieu de travail ou de leur université. Cependant, l'apprentissage électronique a progressé ces dernières années au point que grâce à l'essor du smartphone et aux ordinateurs et à la couverture presque totale du marché avec l'Internet, l'apprentissage mobile, alors il est maintenant l'avant-garde dans le domaine de l'éducation. Bon, mais demandons ensemble quels critères sont essentiels dans une méthode d'apprentissage en ligne. Alors, d'abord, nous pouvons parler qu'est-ce que l'apprentissage en ligne. L'apprentissage en ligne est une approche selon laquelle le matériel pédagogique est accessible en ligne via des ordinateurs de bureau ou bien du smartphone, des téléphones portables et d'autres appareils électroniques. Alors, on utilise ces appareils pour faire l'apprentissage en ligne. Il peut être dispensé sous différents formats tels que des présentations, des vidéos, des cours en ligne, des activités virtuelles et bien d'autres encore. Bon, il s'agit d'une solution d'apprentissage flexible que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour l'apprentissage à son propre rythme ou l'apprentissage synchrone. Cela vous permet d'adapter votre programme d'apprentissage en fonction des objectifs de formation. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'apprentissage en ligne, on doit avoir
des objectifs de formation et on essaye d'appliquer ces objectifs et de faire ces objectifs. Aussi, on a des besoins des apprenants. Il faut satisfaire ces besoins, ces besoins d'apprentissage. Il faut satisfaire aux besoins d'apprentissage des apprenants. Ça y est. Il s'agit d'un moyen pratique et efficace de dispenser des programmes de formation à grande échelle. Contrairement aux programmes de formation traditionnels, l'apprentissage en ligne vous donne l'occasion d'exploiter des outils et des plateformes telles que les méthodes d'apprentissage en ligne pour augmenter l'engagement des apprenants. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire l'apprentissage en ligne et il y aura de l'engagement des étudiants? Oui, parfait. Oui, on peut faire cela. Comment? On peut faire, par exemple, on va voir cela ensuite, mais on peut dire comme ça quelques gestes, par exemple, faire des entractes entre l'apprenant et le professeur, lui demander de faire des exercices, lui montrer qu'est-ce qu'il a fait comme recherche, comme exercice. Alors, on peut avoir des entractes entre l'étudiant et le professeur et de suivre de près la progression de nos élèves ou bien de nos étudiants. Il faut que le prof suit de près la progression de ses étudiants. Alors, est-ce qu'ils ont fait du progrès, oui ou non? Est-ce qu'ils comprennent, oui ou non? Bon. La question d'après qu'on doit demander, que doit faire une méthode d'apprentissage en ligne? Bon, on a comme ça un terme qui s'appelle LMS. LMS, c'est, comme on dit, learning, c'est-à-dire learning, c'est un terme anglais, certainement, Learning Management System. OK? Le terme système fait référence à un logiciel conçu pour fournir votre contenu d'enseignement et de formation, suivre son utilisation et vous fournir des rapports. Le terme gestion décrit la composante administrative de cette méthode d'apprentissage. En d'autres termes, une fois qu'il est mis en place, il est automatique. Vous n'avez pas besoin d'être présent à chaque étape. Enfin, l'apprentissage est la finalité de ce système, quelles que soient les méthodes d'apprentissage. Pour résumer, un LMS, c'est-à-dire le Learning Management System, vous permettre d'organiser facilement le contenu en leçons et en cours, de garder un œil sur quel stagiaire ou bien l'étudiant accomplisse quelle tâche et de mettre ces données à votre disposition avant que vous puissiez évaluer dans quelle mesure vos objectifs sont atteints. Alors, c'est-à-dire, on peut faire, par exemple, dans l'apprentissage en ligne et à travers ce système, le LMS, et faire des cours, okay, des leçons et des exercices, des petits examens, comme on fait à notre université. Alors, à travers ces exercices, ces examens, ces cours, l'entracte aussi entre l'étudiant et le professeur, cela nous aide à suivre de près l'évaluation des étudiants et dans quelle mesure les objectifs du professeur a été atteint, oui ou non, c'est-à-dire est-ce que les étudiants ont atteint ces objectifs, oui ou non. Bon. On a 10 caractéristiques qu'une bonne méthode d'apprentissage en ligne devrait avoir. Alors, quelles sont ces caractéristiques qu'on peut suivre? Alors, on peut dire que oui, l'apprentissage en ligne a fait ses objectifs et on a fait un bon contact entre le professeur et l'étudiant et on a atteint ses objectifs. Bon, premièrement, il faut avoir une plateforme adaptée au mobile, c'est-à-dire le site, par exemple, il faut être adapté au mobile parce que les téléphones portables sont normalement l'outil numérique numéro un aujourd'hui, n'est-ce pas? Les portables sont tout le monde utilise le portable, tout le monde, par exemple, maintenant, on fait les conférences, on fait les cours en ligne, alors c'est l'outil numérique numéro un. OK, numéro 2, aussi, on a, il faut avoir une méthode d'hébergement
fiable pour que votre contenu d'enseignement ou bien de formation soit disponible selon les besoins. Troisièmement, il faut avoir des analyses et des rapports complets pour améliorer vos cours grâce à un retour d'informations authentique. Aussi de savoir quel progrès a fait vos étudiants. Euh, il faut avoir aussi des éléments de gamification. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, seulement parler d'un seul côté. Il faut avoir un peu de plaisir. Il faut que le cours contienne un peu de plaisir parce que le plaisir est une partie très importante et efficace de l'apprentissage et de la formation, normalement. Alors, il faut avoir un certain sens de plaisir comme ça entre l'étudiant et le prof. Bon, il faut avoir aussi que le coût soit adapté au budget. Un système d'apprentissage en ligne ne doit pas nécessairement être haut de prix pour encourager tout le monde à suivre ce genre d'enseignement. Alors, cinq avantages pour les organismes de formation. Est-ce que l'apprentissage en ligne a des avantages? Oui, normalement. Alors, premièrement, respect du budget. En réduisant le montant dépensé en livres et en papier, un LMS en ligne ou bien l'apprentissage en ligne peut libérer du budget pour d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Par exemple, on peut économiser cet argent pour faire des recherches en plus, pour faire des exercices en plus. Alors, ce genre d'enseignement nous aide à faire cela. Il y a aussi un contenu actualisé, c'est-à-dire le contenu des livres peut être obsolète avant même d'être publié. Cela signifie qu'au moment où le contenu parvient à vos étudiants, il est dépassé. Pourtant, vous y avez consacré une grande partie de vos ressources financières et ils sont donc utilisés. Même s'ils ne fournissent pas le meilleur contenu, un LMS, c'est-à-dire l'apprentissage à distance, à création rapide, vous permet d'apporter des modifications en fonction des besoins d'une leçon à l'autre. Il y a aussi la réaffectation du temps, c'est-à-dire les instructeurs passent beaucoup de temps à corriger les travaux des étudiants. La plupart de ces travaux se présentent sous la forme de questions fermées telles que des choix multiples ou des correspondances. Mais à travers l'enseignement à distance, on peut noter ces tâches automatiquement, ok, et l'instructeur peut ainsi consacrer plus de temps à l'élaboration de contenus de cours plus créatifs. C'est-à-dire, on diminue le temps de la correction des examens en donnant, par exemple, les questions avec les réponses. Même l'étudiant peut faire autocorrection. Il peut avoir un feedback de ses fautes. Il peut avoir des feedbacks aussi lorsqu'il répond une réponse juste. Alors, ça, c'est pour économise le temps du prof. Alors, il a plus du temps à l'élaboration de contenus de cours plus créatifs. Et il a plus du temps pour faire d'autres exercices aux étudiants et pour faire des contacts avec eux aussi pendant le cours. Il y a aussi une évaluation pédagogique. L'une des principales clés d'un apprentissage réussi est de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, une vue d'ensemble permet d'améliorer l'efficacité du cours. À un niveau plus spécifique, les analyses et les rapports de l'enseignement à distance vous permettent de savoir ce que font vos étudiants et comment cela se passe. Si les étudiants doivent être en mesure de vérifier eux-mêmes leur progrès, vous le pouvez aussi, en prenant contact avec ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Dernier avantage, la flexibilité de l'apprentissage. Alors maintenant, par exemple, je ne sais pas, en Égypte, je suis en France, il y a des étudiants, par exemple, qui existent à l'Arabie saoudite ou bien aux Comores ou bien en Égypte ou bien alors, à travers l'apprentissage et l'enseignement à distance, on peut tous
se réunir, on peut tous faire des cours, on peut tous faire le contact avec ensemble, c'est ça. L'apprentissage en ligne offre la possibilité d'un enseignement à tout moment et en tout lieu. C'est vrai, n'est-ce pas? De nombreux cours et tâches ne doivent pas nécessairement avoir lieu à un jour ou bien à une heure et dans un lieu précis. Mais non, il y a une flexibilité, une grande flexibilité dans l'apprentissage à distance. Cela permet de s'adapter à une plus grande variété de styles d'apprentissage que dans le cadre traditionnel d'une salle de classe, n'est-ce pas? Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des différentes méthodes pédagogiques? Oui. Est-ce que l'enseignement à distance nous aide à réaliser ces méthodes? Bon, premièrement, voyons qu'est-ce que ça veut dire méthode pédagogique et quelles sont ces méthodes. On a la méthode expositive, transmissive ou magistrale. Ensuite, la méthode démonstrative, c'est-à-dire on démontre l'information aux étudiants. La méthode interrogative ou maïtique, c'est-à-dire on peut interroger aux étudiants et leur demander à faire des recherches, à chercher la réponse d'une certaine question. Alors, c'est ça la méthode interrogative. La méthode active ou dite de découverte, de demander aux étudiants de faire des recherches sur quel point, de découvrir un certain point. C'est ça. La méthode expérientielle, c'est-à-dire les étudiants essayent de faire eux-mêmes des expériences. Bon, premièrement, la méthode expositive. La méthode expositive considère que la connaissance est un savoir et qu'elle est bénéfique aux apprenants, de même qu'elle assimile le travail à un savoir-faire qui est profitable aux stagiaires. Enfin, elle assigne des rôles précis aux formateurs ou bien aux enseignants et à l'apprenant. Le premier détient tout le savoir, tandis que le second est totalement ignorant et doit tout apprendre. Alors, dans cette méthode, euh, le formateur, il expose des informations et l'apprenant, il ne fait que recevoir ces informations et apprendre ces informations seulement. Alors, ça, c'est la méthode expositive. La méthode affirmative. La méthode affirmative repose sur les mêmes postulats que la méthode expositive précédemment abordée. En revanche, les moyens de mise en œuvre varient et les rôles attribués aux formateurs et apprenants diffèrent. Ainsi, l'enseignant ou bien le formateur présente une opération ou une procédure et montre chacune des étapes de réalisation aux apprenants en précisant quoi faire et comment le faire. C'est-à-dire, l'enseignant propose les informations aux étudiants et il lui explique comment faire et qu'est-ce qu'il doit faire en assimilant ces informations et c'est tout. Le formateur explique également le pourquoi et le fait répéter aux apprenants, c'est-à-dire il dit l'information et il répète, et il explique, et il répète. C'est ça la méthode affirmative dans l'enseignement. Les formés apprennent en reproduisant les mêmes gestes que le formateur. Alors ici, les apprenants ne font rien que les mêmes gestes ou bien ils répètent ce que le formateur dit. Passons maintenant à la méthode interrogative. La méthode interrogative repose trois principes de base. La connaissance d'un procédé ou d'un concept ne peut être apprise si elle n'a pas été comprise en amont par l'apprenant. Alors, une connaissance doit être comprise pour que l'apprenant essaye d'apprendre cette information. Numéro 2, le formateur ou bien l'enseignant est celui qui détient le savoir et le savoir-faire. Son rôle est de poser des questions à l'apprenant. Alors, dans la méthode interrogative, l'enseignant, il pose des questions à l'apprenant. Okay? L'apprenant dispose des prérequis nécessaires pour suivre la formation, qu'il acquiert de nouvelles connaissances en répondant aux questions posées par le formateur. Ainsi, dans cette méthode d'apprentissage, la méthode interrogative,
qu'est-ce qu'on fait? Le professeur essaye de poser des questions aux apprenants. Et l'apprenant, en répondant à ces questions, alors il apprend. Et il acquiert de nouvelles connaissances en répondant à ces questions. Ça, c'est la méthode interrogative. Passons maintenant à la méthode active ou de découverte. Parce qu'elle modifie considérablement les rôles des formateurs et des apprenants, la méthode active va à l'encontre des postulats des autres méthodes pédagogiques. Ainsi, elle considère que les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas et a pour point de départ l'action. C'est à partir de l'action qu'un apprenant va engager une réflexion sur un sujet donné. C'est-à-dire, le prof essaye de montrer un sujet donné et l'apprenant essaye de faire une recherche sur ce sujet. Il essaye de faire une réflexion, une certaine réflexion sur un sujet donné. Alors, à travers cette réflexion, à travers cette recherche, l'apprenant essaye d'acquérir ses connaissances. Ça va? Bon. La dernière méthode d'apprentissage, c'est la méthode expérientielle ou expérimentale. Cette dernière méthode pédagogique repose sur le fait qu'un stagiaire ne peut acquérir des connaissances que s'il agit et se trompe. C'est-à-dire, il répond ou bien il fait quelque chose, il se trompe, mais il acquiert de nouvelles connaissances. Il s'agit donc bien d'un apprentissage en conditions réelles. Le formateur devient un simple intervenant et s'il possède le savoir et savoir-faire, il n'est plus en position dominante. C'est-à-dire ici, celui qui a la position dominante est l'étudiant parce qu'il fait des expériences, parce qu'il agit, il se trompe, par exemple, il fait des erreurs, il fait des choses qui sont justes. Mais à travers cette expérience, il acquiert de nouvelles connaissances. La méthode expérimentale nécessite un effort de préparation de la part du formateur. Oui, certainement, puisque le formateur essaye que l'apprenant acquiert de nouvelles connaissances à travers lui-même, pas à travers le formateur, mais à travers l'étudiant lui-même, en faisant des erreurs, en se trompant, en faisant des expériences. Alors, cela nécessite un effort de préparation considérable de la part du formateur qui doit réaliser des expériences ou projets avant qu'ils ne soient réalisés au cours de la formation. Alors, l'apprenant, le formateur, je m'excuse, alors il peut montrer comme ça comment comment l'apprenant peut, par exemple, faire cette expérience mais d'une manière petite, c'est-à-dire pas d'une grande manière, et il laisse l'étudiant à faire l'expérience, à agir, à se tromper, ainsi il acquiert ses connaissances. Bon, pendant l'enseignement à distance, est-ce qu'on applique ces différentes méthodes pédagogiques? J'espère que oui. J'espère que oui. Il faut appliquer ces méthodes pédagogiques, même par l'enseignement à distance. Il faut que le prof, il expose les informations, il les explique euh, aux étudiants. Aussi, il peut, pendant la méthode, par exemple, affirmative, oui, il revanche, il donne les moyens de mise en œuvre aux étudiants et aussi il explique le pourquoi et le fait répéter aux apprenants, ça il faut aussi. Et pendant la méthode interrogative, est-ce qu'on peut faire cela à l'enseignement à distance? Oui, on peut demander des questions, on peut demander aux étudiants de faire des recherches et par exemple, la fois prochaine, on voit ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont abouti à faire ou bien à connaître des résultats de ces recherches, oui ou non, ainsi ils apprennent de nouvelles connaissances.
Bon, et pendant la méthode de découverte, oui, on peut aussi demander aux étudiants de, euh, de c'est-à-dire de leur demander qu'est-ce qu'ils ont rencontré et, pendant leur recherche de découvrir des connaissances et on peut faire des conversations. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as trouvé et toi, moi, bon, et comme ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cela, etc. Alors, la méthode de découverte, elle aussi, il faut l'appliquer pendant l'enseignement à distance. Et dernièrement, la méthode expérimentale, oui, il faut l'appliquer aussi pendant l'enseignement à distance, puisque à travers quand on agit et qu'on se trompe, oui, on apprend beaucoup. Alors, lorsqu'on suit cette méthode à l'enseignement à distance et voir les résultats que les étudiants ont abouti maintenant en faisant cette méthode, alors ça, c'est leur aide à acquérir beaucoup et plus de connaissances. Bon, maintenant, je vous remercie. J'ai fini et vous pouvez demander si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, pour ceux qui ont des questions, Docteur Hala, Dr. Hala est à votre disposition. Personne? Donc, j'aimerais poser une question en tant qu'enseignante parce que j'enseigne également et j'aimerais améliorer mes méthodes d'enseignement en ligne. Euh, il existe parfois des méthodes hilarantes, par exemple en mettant quelques comédies. D'accord, mais il existe parfois Oui, c'est quelques ça. C'est soucis. comme on a dit, de faire plaire aussi. L'enseignement en faisant plaire aux étudiants, c'est quelque chose pour attirer leur attention, pour ne pas être dormi pendant la séance. Alors oui, il faut mettre quelque chose comique comme ça. Oui, Donc, il y a parfois quelques obstacles, comme par exemple on n'arrive pas à savoir si elle est en train de dormir ou bien c'est de notre problème. La question est, est-ce que nous avons nous-mêmes le problème ou bien il y a une méthode pour détecter qui est, par exemple, en train de dormir ou bien qui ne donne aucune intention à ce que nous sommes en train de donner. oui. Cette méthode, on peut demander, c'est-à-dire, par exemple, leur dire, voilà, maintenant on a expliqué la leçon. Par exemple, on va maintenant faire un petit exercice et vous pouvez faire l'exercice et je vais demander à vous, à chacun de répondre. Alors ça, ils doivent répondre et ils ne peuvent, yani, non, ils vont être avec vous. Alors, essayez comme ça, essayez de demander. Lorsqu'on demande des questions aux apprenants, alors il va savoir que non, pendant cette séance, je ne peux pas dormir parce que le professeur va demander, va faire des conversations aussi. Pas demander seulement, on peut par exemple faire des conversations, savoir leur opinion. Par exemple, s'il y a un certain point dans la recherche, alors quelle est ton opinion? On peut savoir cela à travers l'enseignement à distance et pendant la séance. Alors, on peut connaître leur point de vue, comme ça, ils vont avoir beaucoup d'intérêt pendant la séance et aussi on peut leur demander simplement. Magnifique. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne? Oh là 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 là.
Ahmad Saroumaya, vous n'avez rien à dire? Ahmed Saïd, Ahmad Swalihi. Donc, j'ai une deuxième question. Comme par exemple, il y a des manques d'outils. Par exemple, si nous voulons faire par exemple, une formation en ligne pour le voice-over, par exemple, on a des manques d'objets, on a des manques de micros. Comment faire pour remplir ce manque d'objets? Parfois, nous avons des manques d'objets. Comment remplir ce manque d'objets? Ou bien un manque Bon, d'autre chose? on peut utiliser ce qui est permis à nous, c'est-à-dire, par exemple, utiliser le micro du téléphone. On peut utiliser même les outils simples, on peut les utiliser. Et s'il n'existe pas les outils professionnels. On peut utiliser les outils simples. On peut avoir recours, par exemple, aux autres vidéos, c'est-à-dire pour attirer l'attention des étudiants, on peut utiliser des vidéos, par exemple, du YouTube ou bien des vidéos. On peut chercher des vidéos, des schémas, des photos. Alors, tout cela attire l'attention des étudiants et même ce sont des choses très simples et ils ne sont pas compliqués du tout et on peut les utiliser. Même le micro du téléphone, même le portable qui est très simple, on peut l'utiliser et ça passe. Super. Je crois qu'il y a Ahmed Saïd. Oui, Docteur, l'enseignement peut-il être efficace que du présentiel? Oui, oui, Ahmed, ça peut être efficace puisque tu es, par exemple, à la maison, tu es en voyage. Tu peux simplement ouvrir ton portable, suivre le cours, être avec le professeur pour une seule heure et puis continuer ta vie, continuer ton voyage, continuer tes vacances aussi. Alors, le voyage, je m'excuse, l'enseignement à distance est très efficace. Tu ne peux pas rater les cours. Alors, tu existes toujours là et tu, tu ne dois pas exister en place, c'est-à-dire tu ne dois pas aller à l'université, exister en classe, faire des transports. Ça, tout cela, il y a l'enseignement à distance facilite tout cela. Tu peux être euh, euh, chez toi, tu peux être en vacances euh, et aussi jouir des cours. incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a une on vous question? On remercie vous... beaucoup, Oui. docteur. C'est très intéressant. Merci, merci. Ahmed Merci à vous. Saroumaya, Merci à vous. je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci. Donc, vous n'avez plus de questions, docteur Ala? Elle est à votre disposition. Nous avons toujours 30 minutes. Allez, ne soyez pas timide. Vous pouvez lever la main si vous le désirez. Donc, je pense que personne n'a des questions. Oui. Euh, donc, à la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose? Docteur, à la fin de ce séminaire, Non. voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci. J'espère que cela a été intéressant pour vous et à la prochaine. Quels sont les meilleurs conseils pour mieux enseigner à distance? Les meilleurs conseils, on a dit,
il faut utiliser un peu de comique pour attirer l'attention des étudiants, il faut faire des conversations avec eux, il faut leur demander et laisser la chance euh, à eux de donner leur opinion aussi et de parler. C'est-à-dire, c'est pas moi seulement qui parle, non, l'étudiant aussi doit parler, doit dire son opinion, doit interacter avec moi. Alors tout cela, c'est très important pour l'enseignement à distance et pour que l'étudiant ne perd pas son intérêt. Superbe, c'est-à-dire la réaction, double réaction. Personne n'a le droit de dormir. Donc, je pense que nous n'avons plus de questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour avoir proposé Merci, merci, madame. ce séminaire qui est devenu totalement très, très fréquent et très, Merci, très madame. demandé. Et il est devenu également un moyen de travailler en ligne en tant qu'indépendant ou bien avec Merci, une merci, institution en madame. ligne. Et je vous Euh, remercie et je vous remercie pour tout, tous les existants avec nous. Merci. pour, il y a OK, pas de- OK. Pour Merci. ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas d'outil s'inspire, que vous puissiez recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Et vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant le séminaire, formation, atelier et l'inscription au programme d'études de l'université à partir du compte officiel de l'université sur Facebook ou bien à partir du groupe WhatsApp des activités de l'université d'Ocean. Donc, merci à vous tous et nous verrons une Inch'Allah. On se souhaite une Merci, madame. excellente journée. Merci. Merci à vous. Au revoir.